Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. La terre ne trahit jamais. Cela est tout à fait vrai et de nombreux jeunes qui l'ont vite compris sont actuellement engagés dans la production de richesses et c'est tant mieux pour nous tous. Mesdames, Messieurs, merci de demeurer fidèles à Jeunesse Parlons-en, votre magazine. Merci de nous accueillir chez vous pour cette 3e émission de la grande série consacrée à la promotion des métiers agro-pastoraux en milieu jeune. Après Ebolova dans le sud, Douala dans la région du littoral, l'équipe de production de Jeunesse Parlons-en se retrouve ce matin à Obala dans la région du centre où nous allons ensemble examiner le financement des projets agro-pastoraux portés et présentés par des jeunes. Nos remerciements renouvelés au programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes, en abrégé PA Jeunes, qui nous soutient et nous accompagne dans cette campagne. Infiniment merci au PA Jeunes. Nous exprimons également notre profonde gratitude au staff dirigeant de l'Institut agricole d'Obala qui nous a offert gracieusement ce beau cadre pour monter le plateau de discussion et d'échange. Comme il est de coutume dans ce magazine, nous vous proposons des reportages. Nous en compterons 3. Le premier reportage porte sur des jeunes qui parlent de leurs expériences personnelles et respectives dans le processus de financement. Les images sont signées par Fessuga Stéphane Kamdem. Les commentaires sont menés par Émile Joachim Barga. Ils affichent un esprit nouveau, ont des aptitudes et des attitudes nouvelles, un peu comme s'ils avaient connu un formatage de psychologie positif. Eux, ce sont ces jeunes entrepreneurs agro-pastoraux que nous avons rencontrés dans diverses localités de la région du centre. Nkola Diaparsa, c'est le fief de Ongolombia Camille, l'homme de chèvre, comme dirait l'artiste. Un choix plutôt astucieux. Je fais dans l'engraissement des petits ruminants et immédiatement je fais la reproduction. L'élevage des chèvres présente en effet des avantages certains et évidents. Il y a moins de risques parce que c'est difficile qu'il y ait une peste des petits ruminants. J'ai le matériel naturel, ce sont des arachides et je récolte les fans et c'est nourrissant pour les bêtes. On utilise la provence juste pour compléter l'alimentation. Autre avantage, l'accès à cet autre type d'aliments est gratuit pour moi et c'est dans la nature en grande quantité. À Emana Parmona Télé, plus précisément au village Nkokedjen, Mbala Ongono Armand nous accueille dans sa ferme de lapins. Pour constituer les 10% qui donnent un accès au crédit de démarrage, Mbala Ongono Armand a fait preuve d'abnégation, de détermination et de persévérance. Pour avoir mes 10%, ce n'était pas facile. Je me demandais 300 000. 300 000, je ne savais nulle part. Mon papa a laissé un petit champ de cacao, quelques tiges qui m'appartiennent. D'où m'est venu les 300 000. Ça a pris 3 mois. Il a déjà trouvé une stratégie efficace pour la vente de ses lapins. On commence à vendre à partir de 3 kilos à montant. Vous avez un peu plus de 3 kilos, il faut bien commencer à les vendre à partir de la fin du mois. J'ai d'autres prix pour les vendre. J'ai bénéficié d'un financement. Nzie Onomo, basé à Bilon Parobala, est un autre jeune à qui l'on décernerait sans hésiter le prix de la persévérance. Comme son collègue éleveur de lapins, il a fait preuve de détermination dans la mobilisation de son apport personnel. Mon projet, je devais débuter avec 800 sujets, mais j'ai débuté avec 1100 sujets. J'ai vendu 400 sujets à 21 jours, ce qui m'a permis d'acheter des intrants tels que le maïs et d'autres ingrédients qui entrent dans la formulation de l'aliment pour pouvoir conduire le reste de ma bande à terme. Nzie Onomopole, qui a longtemps évolué dans la production des poulets de chair en qualité de locataire, s'apprête désormais à construire son propre poulailler et en matériaux définitifs cette fois-ci. Je songe déjà à construire un bâtiment où je vais me délocaliser
pour être autonome. Les jeunes femmes ne sont pas en reste dans ces performances entrepreneuriales dans le secteur agropastoral. À Nyom 2, dans la périphérie de Yaoundé, Mokongo Mbarga Nathalie a déployé énergie, génie et astuces féminines pour construire le bâtiment devant abriter son poulailler. Dans notre famille, tant que tu ne t'en sors pas, c'est pas facile qu'on t'aide. Oui. Alors, j'ai dû vendre beaucoup de matériel que j'avais à la maison déjà, plus quelques petites économies. Oui, c'est ça qui a permis que je puisse avoir les 10%. Avec l'appui et le soutien de son compagnon, elle a moulé l'un après l'autre les blocs de terre utilisés pour bâtir, selon les normes fixées par le programme, cet édifice qui sert désormais aussi d'abri pour sa petite famille. C'est lui qui puise l'eau parce qu'il n'y a pas encore le château. On transporte ensemble. Et puis, il y a aussi des champs que nous faisons. À Bokito village, dans le département du Mbam-Inoubou, l'équipe de reportage a salué le courage très spécial de Madame Obogobe Odile, veuve et maman de plusieurs enfants, qui a surmonté le chagrin et l'adversité pour compter elle aussi parmi les jeunes entrepreneurs agropastoraux de la région du centre. Comme Mokongo Nathalie, Obogobe a moulé elle-même les blocs de terre pour la construction de sa ferme avicole. Je n'avais jamais fait une formation. Je vois comment les autres font. Et moi aussi, j'ai dit pourquoi moi je ne peux pas. J'ai fait un premier brick de terre, il s'est écrasé. On m'a dit non. Là où ça veut dire que la terre n'a pas été bien pétrie. Je puisais de l'eau avec mes enfants. Je pétris, m'ensoyais comme ça là. Je creuse, j'arrose. Le matin, je pétris. Je démoule. Quand j'ai fait le premier jour, j'ai démoulé 50. J'ai dit, ah, ça veut dire que je peux faire mieux. Le lendemain, j'ai encore creusé, j'ai démoulé 100. Ainsi de suite, jusqu'à j'ai démoulé mes 800 blocs. Sa volonté de sortir de la précarité est telle qu'elle a sollicité et obtenu de son papa un soutien déterminant. Mon père a fourni un arbre qu'il fallait abattre en mousse pour sortir les planches et les lattes. Séduit et convaincu par tant de courage et de détermination, les responsables de l'URAC Centre vont finalement considérer comme 10% d'apport personnel les blocs de terre fabriqués et le bois offert par le papa. C'est ainsi que le financement a été rendu disponible pour la construction de son poulailler. Aujourd'hui, Odile attend avec impatience l'arrivée des poussins pour entrer effectivement dans la phase de production. J'ai vraiment déjà l'envie de lancer l'activité. Tu voudrais commencer avec une bande de combien de poussins? 500, 600, 700? Au point de départ, je vais lancer avec 200. Cette activité de production de poulet de chair représente pour la brave jeune femme le meilleur moyen d'honorer la mémoire de son défunt compagnon. Dans l'arrondissement d'Untuy, 2 autres jeunes femmes s'affirment dans la production et la transformation du manioc. À la lisière d'une forêt, Bézigui Félicité nous promène fièrement dans son entreprise de transformation. Cette tôle d'abord sert à capter le soleil. Oui, et vous avez vu un tissu là comme une moustiquaire. C'est là où je dispose mon manioc. Ici, il y a du grillage. Donc l'eau qui sort de là sort par le grillage. Oui. Et le plastique sert aussi à produire de la chaleur pour permettre au manioc de sécher. Oui. Et là, c'est juste pour protéger, pour ne pas que les moustiques et les mouches entrent à l'intérieur. Pour être transformés en couscous ou cossette selon les cas, les tubercules de manioc doivent passer par plusieurs étapes. Après avoir épluché, je lave mon manioc à l'aide d'une brosse pour qu'il soit bien propre. Ensuite, je mets dans le fût et je viens verser de l'eau. Par jour, je peux tremper un fût de manioc qui fait 1 jour et demi, voire 2 jours. Ça dépend du climat. Quand il y a le soleil, ça va plus vite. Et là, je le sors de l'eau, je mets dans le sac pour permettre que l'eau coule. Ensuite, je viens mettre dans le séchoir. Disons 2 jours après, je viens enlever. Par semaine, je peux avoir 3 sacs. Si Félicité transforme les tubercules, Mevo Marie-Claire tient plutôt de vastes étendues de production de tubercules de manioc. Toutefois, pour aller d'Untuy-Ville jusqu'au champ de manioc, il vaut mieux être bien équipé.
Après ce parcours mémorable, la jeune femme nous accueille enfin dans son exploitation. Mon exploitation, en général, c'est 2 hectares. Oui, ici, c'est 1 hectare, 200 mètres. Et de l'autre côté, c'est presque 1 hectare aussi. C'est 10 000 pieds de manioc par hectare. En sa qualité d'entreprenante avisée, Movo Marie-Claire a mis dans son exploitation du pistache et pas par hasard. Dans ce pistache, c'est des petits pépins qu'on recherche. On va sécher, puis rassembler, sécher. Et puis là, maintenant, on le casse et on peut déjà le consommer. Reprenons maintenant la route d'Ntui vers Yaoundé, passant par cette belle vue sur le pont de l'enfance pour nous rendre à Nomayos, dans la périphérie de la capitale. Ici, nous sommes chez Gapsaga Henry, dont les performances dans l'engraissement des porcs ont été telles qu'il a agrandi son exploitation bien au-delà de ce que permettaient les fonds reçus du programme. This one we finish well constructed is from the finance I got from PAG. Now this one that I've constructed with plan is the profit that when I got from here I plow it back here. La touche personnelle de Henry Gapsaga, c'est cet alliage astucieux entre l'élevage et l'agriculture. These are the excretors of the pig. So I use it to fertilize the plantains with it. That's why you see the plantains are doing well, as you can see. In my enterprise, I don't sow anything. Everything is put in use. Henry, qui a vu les bienfaits des métiers de la terre, exprime ici sa profonde gratitude à l'endroit des autorités publiques qui encouragent les jeunes à s'impliquer dans le secteur agropastoral. Thanks to the effort of the Cameroon government, because they have provided a conducive environment and with the different programs that the government has put in place that will give assistance to young people. That's why I'm doing what I'm doing today. Une nouvelle fois, bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs. Alors, lorsque l'on parle de financement de projets, on a tout de suite en esprit une somme d'argent plus ou moins importante que l'on vous donne en espèces. Comment, jeunes gens, avez-vous accueilli le fait qu'il vous soit impossible d'avoir un accès direct à l'argent? Le fait que l'OPA Jeune n'a pas voulu que le jeune ait accès directement à de l'argent m'a beaucoup intéressé parce que le contrôle de ce financement est assuré par les acteurs du projet qui t'obligent, toi, le jeune, à atteindre les objectifs. Je pense qu'avec cette stratégie qui a été mise sur pied par le PA Jeune, ça nous remet en confiance que les actions du PA Jeune vont réussir. Pour moi, le fait que je ne pouvais pas accéder à l'argent directement m'a plus marqué. Donc, au début, je voulais me décourager. Mais c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas accéder à l'argent. Parce qu'à nos jours, si on te donne déjà tout l'argent entre tes mains, peut-être que je vais entrer dans les prêt-à-porter et je vais faire mon choix. Et en plus, avant, quand je posais mon argent, je gardais parfois au chevet de mon lit ou bien dans un pantalon. Maintenant, avec le PA Jeune, je peux déjà garder mon argent à la banque. Donc pour cela, je suis tellement ravie avec le soutien PA Jeune. Ce qui m'a le plus marqué dans le processus de décaissement, si je peux appeler ça comme ça, c'est la subdivision en 3 phases qui m'a le plus encouragé dans mon travail. Parce qu'au départ, il y a un apport personnel qui vous engage, qui vous met au centre de votre projet. Ensuite vient un produit de démarrage qui est les 40%. Ça veut dire que vous n'êtes même pas encore à 100% de votre argent. Et il y a le crédit positif que la banque retient encore pour voir si vous êtes réellement engagé. C'était vraiment l'idéal, ne pas nous mettre face à cet argent-là. Parce qu'on aurait vite fait de s'engager dans des dépenses exhaustives. Peut-être vous pouvez négocier une tôle à 5 900, mais parce que vous avez 10 millions en banque ou bien vous avez 5 millions qu'on vous a remis, vous achetez au premier prix, sans toutefois vouloir faire un peu d'économie. Le fait de ne pas avoir accès à l'argent du financement directement m'a beaucoup dérangé. Parce que je me suis demandé comment est-ce que je vais démarrer avec un projet et je ne peux pas toucher de l'argent. Tu dors chez toi, tu te lèves le matin, on te demande de travailler et tu as des gens derrière toi comme des policiers. On te dit que c'est ton argent, mais
tu as les policiers derrière qui contrôlent tous tes mouvements. Tu ne peux pas tricher. Bon, au départ, ça m'a mis mal à l'aise. Mais j'ai compris qu'il fallait passer par là pour que ma structure grandisse. C'est vrai, moi j'ai eu des problèmes au départ lorsque j'ai suivi que je ne devais pas avoir directement accès à l'argent parce que je croyais que je pouvais jongler de temps en temps. Ça veut dire, lorsque par exemple je dois défricher, je prends d'abord l'argent destiné pour le défrichage, que je peux d'abord faire une autre activité avec, mais malheureusement j'avais compris que je devais perdre mon temps parce que lorsqu'on te donne de l'argent pour défricher, tant que tu n'as pas défriché, on ne peut pas décaisser pour labourer. Bon, il fallait donc que je défriche d'abord et que l'équipe du PAGN vienne d'abord contrôler et ça me mettait la pression. Au début, ça m'énervait, c'est comme si j'étais en train de voler moi-même mon propre argent. Pour gérer mon argent, il faut d'abord que les gens soient derrière moi. Bon, finalement, j'ai compris que c'était une garantie pour moi parce que après ça, je me suis retrouvé avec un champ et je crois que là, je n'ai pas triché parce que nous, on aime trop jongler ici dehors. Il est certes vrai, on a des intermédiaires pour nos décaissements. Nous avons des prestataires qui veulent qu'on les monnaie un peu une certaine somme, disant qu'ils ne peuvent pas perdre leur temps pour nous accompagner dans les décaissements. Cela m'a coûté franchement les yeux de la tête avec mon prestataire, ça a fini en queue de poisson. Moi, vers le départ, j'ai été franchement fâchée. Quand j'arrive à la banque, on me dit que si je n'ai pas de protocole, je ne peux pas avoir de l'argent. Je suis rentrée ici à l'IAO, fâchée par mon temps perdu ici à l'incubation. Je cherche donc le monsieur qui on m'a donné pour aller faire les décaissements. Ça n'a pas été facile. Il faut que lui paie le transport, il faut qu'on monte, il faut qu'on descende pour que je fasse les décaissements par mon propre argent que j'avais déjà payé avec mes 10%. Finalement, je suis partie me plaindre devant. J'ai eu une dame qui m'a encouragée. Jusqu'à maintenant, je me sens déjà à l'aise. Dans l'ensemble, bon, c'est vrai que le fait de ne pas toucher de l'argent liquide a quelque peu frustré certains, mais par la suite, ils ont compris le bien fondé de la chose. Mais on a quand même observé dans les interventions des uns et des autres qu'il y avait des petits couacs. Comment peut-on arriver à enrayer ce type de dérive? On a eu un processus de sélection qui a permis d'identifier dans chaque bassin où s'implante le jeune différents prestataires. Et il est question pour nous de pouvoir les agréger en fonction de leur capacité à satisfaire les besoins des jeunes. Donc, c'est un processus qui peut avoir des couacs sur le terrain, mais qui est corrigé au fur et à mesure parce que dans un premier essai, on a agréé environ 56 prestataires. Et après les premiers contrats, nous avons dû éliminer ceux qui ne remplissaient pas les conditions. Mais c'est un processus qui s'améliore parce que dans pratiquement toutes les entreprises, on voit bien que les équipements qui sont fournis sont de très bonne qualité. Voilà, pour revenir au témoignage de ce jeune entrepreneur qui disait qu'il a dû faire face à un prestataire qui lui demandait de l'argent, qui monnayait son service. Lorsqu'il ce genre de situation arrive et que le jeune vient se plaindre chez vous, qu'est-ce que vous faites? Lorsque nous constatons qu'il y a un vice dans la réalisation de la prestation, nous interpellons et le jeune, et le prestataire et le conseiller de suivi. Parce qu'entre les deux, il y a un conseiller de suivi qui accompagne le jeune au jour le jour dans la réalisation de son projet. Donc nous interpellons le prestataire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puisque le prestataire est sélectionné sur la base d'une facture pro forma, avec la description des prestations qu'il va fournir. Donc nous vérifions la conformité. S'il s'agit par exemple d'une tentative de corruption, à ce moment-là, nous suspendons le prestataire. On a eu des cas où on a suspendu, pas parce que le jeune a interpellé, parce que nous-mêmes, nous avons constaté que le prestataire ne remplissait pas les conditions. Et nous avons commencé à saigner le fichier des prestataires. Donc, nous veillons à l'assurance qualité de l'ensemble du processus. On ne se limite pas seulement à l'interpellation, à la dénonciation du jeune. Nous nous rassurons que le prestataire exécute
effectivement le contrat. Le jeune n'est pas abandonné au prestataire, même s'il sélectionne lui-même son prestataire avec l'appui d'un conseiller de suivi. Je voulais intervenir pour préciser le contexte dans lequel on refuse aux jeunes d'accéder à l'argent directement. Il faut comprendre qu'en matière de gestion d'argent, même les gens avertis, donc même les entrepreneurs qui ne sont pas jeunes, ont des problèmes de gestion de l'argent. Et très souvent, dans nos institutions financières, il y a eu des sérieux problèmes de détournement de l'objet du financement. Ça, c'est le principe. Il faut savoir que les jeunes n'ont pas d'expérience de gestion de l'argent avant qu'ils entrent en structure d'incubation pour le renforcement de capacité. Et dans cette structure d'incubation, ils suivent une formation en éducation financière. Donc, on leur apprend à gérer l'argent, à faire des budgets. Le fait de ne pas accéder directement à l'argent destiné à un objet, c'est la poursuite de l'éducation financière qu'on donne aux jeunes, l'accompagnement à l'éducation financière, pour faire en sorte que ces jeunes passionnés par le secteur agropastoral réalisent son rêve. C'est ça qui est important. Si on accompagne le jeune à réaliser son rêve, il aura des revenus, il pourra prendre des engagements vis-à-vis de l'institution financière qui a la charge de financer 50% de son projet. Et tout ça construit la confiance du jeune vis-à-vis de l'institution financière. C'est pour cela qu'on aide le jeune à rassurer ses partenaires financiers, ses futurs partenaires financiers. On aide le jeune à réaliser son projet par l'accompagnement à la gestion de cet argent. Je vais réagir à la suite de la récrimination du jeune qui a intervenu par rapport au prestataire véreux. Il est important de préciser ici que ce n'est pas l'OPA jeune qui identifie son prestataire. C'est le jeune même qui identifie un pool de prestataires dans son bassin de production. Et c'est à la suite de 2 ou 3, 4 prestataires proposés que l'OPA jeune opère à un choix, une sélection définitive du prestataire. Donc, le prestataire que le jeune lui-même a eu à sélectionner au départ, ça veut dire qu'il y a eu mauvaise présélection également du jeune. Parce que si le prestataire s'avère véreux à la suite, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un sérieux de la part du jeune lui-même dans le choix de son propre prestataire, parce qu'il est engagé lui-même, le jeune, dans le processus de sélection du prestataire qui va l'accompagner. Deuxièmement, et abordant dans le sens de l'éducation financière tout à l'heure, que le SFR a eu à abonder tout à l'heure, il faut dire ici que le montant du financement qu'on accorde aux jeunes, l'OPA jeune donne aux jeunes, ce n'est que, on peut appeler ça une infime partie de son projet. Dans la réalité, l'objectif du PA jeune, nous ne considérons pas que les fonds qu'on met à la disposition du jeune, ce sont ces fonds-là qui sont appelés à réaliser l'ensemble ou bien à développer son entreprise. L'objectif ici, c'est de le mettre en relation. C'est la mise en relation avec une institution de microfinance, c'est la mise en place d'un apport personnel. Apport personnel de 10%, mais à terme, même ce que l'OPA jeune donne peut être considéré comme un apport personnel pour la future relation que le jeune va entretenir avec son institution de financement. Parce que bien après, quand l'OPA jeune se retire, ça peut être considéré comme un apport personnel pour solliciter un crédit plus important. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, nous voulons nous inscrire dans la démarche et dans la logique de l'éducation financière, beaucoup plus dans l'éducation financière que dans le financement, le budget du financement, les 3 millions qu'on donne, la moyenne de 3 millions qu'on donne à un jeune qui est en parcours créateur. C'est un peu ça, la logique. Les 3 millions, oui, c'est pour l'aider à démarrer son projet, mais c'est beaucoup plus pour constituer un apport personnel qui lui permettra par la suite d'avoir une relation plus solide avec l'institution de microfinance et il peut solliciter après 10 millions de crédits parce qu'il y aura déjà une relation de confiance qui se serait installée entre lui
et son institution bancaire. Voilà. Alors, nous vous proposons un second reportage, en fait, qui est un peu dans la même lignée de tout ce qui a été dit. C'est un expert qui décortique pour nous la notion de financement encadré. Les images sont faites par Stéphane Kamdem, par Fessouga. Les commentaires sont menés par Émile Joachim Barga. C'est bien 250 litres. La gestion des ressources financières est généralement ce qui détermine la réussite ou l'échec d'un projet d'entreprise. Pour accompagner efficacement les jeunes entrepreneurs agropastoraux, le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes applique la stratégie de financement encadré. On fait un chronogramme d'activité et le financement est séquencé. Par exemple, celle-ci qui fait dans la production du manioc, elle avait besoin de faire un bâtiment. Après le bâtiment, elle a fait un séchoir. Après le séchoir, elle a acheté les équipements. Après les équipements, il y a eu le fonds de roulement pour acheter les racines et commencer à faire l'activité. Il s'agit d'un processus qui implique plusieurs types d'acteurs. Quand le projet du jeune aboutit, lui-même il a d'abord une quote-part qu'il doit apporter, 10% du montant dont il a besoin pour démarrer son projet. Donc quand ces 10% sont accordés, le PA jeune vit sa quote-part qui est de 40%. À ce moment, il peut déjà démarrer le projet. Il vient ici chez nous, il prend le relevé de son compte, qui l'amène au niveau des PA jeunes. Et quand on valide le projet, il revient ici avec le document. Mais ce n'est pas lui qui décaisse les fonds. Donc ça dépend de ce qu'il veut faire. S'il veut faire une porcherie, certainement il aura besoin de construire d'abord un bâtiment pour héberger ses sujets. Donc il entre en contact avec un entrepreneur qui va faire ses travaux. C'est lui, au moment où son devis est validé, qui vient décaisser les fonds. Cela avec un document qui est expressément remis par le PA jeune qui donne son OK pour le décaissement. Il faut préciser que les ressources financières que le programme accorde aux jeunes sont remboursables. Quand il sort de la structure d'incubation, il a rédigé un plan d'affaires à hauteur de 100%. Le jeune mobilise son apport de 10%. Le PA jeune fait un crédit de démarrage, on appelle crédit de démarrage ou crédit à taux zéro de 40%. Puis il y a le crédit productif à hauteur de 50%. Même les 40% du PA jeune, il reconstitue. Puisque quand il vend, il doit reverser l'argent pour reconstituer les 40%, mais à taux zéro. Si le crédit PA jeune est à taux zéro, il n'en est pas de même pour le crédit productif accordé par les établissements de microfinance. Quand le jeune prend, il y a un arrangement avec l'IFR, l'institution de microfinance par rapport au taux d'intérêt, et il rembourse. On lui donne un échéancier de remboursement, un tableau d'amortissement, il rembourse, mais c'est après 18 mois. Avec la stratégie de financement encadré, le jeune entrepreneur apprend désormais à tenir un chéquier en lieu et place de l'argent liquide. Il faut qu'il sache qu'il faut passer par la banque, il faut aller porter l'argent au même moment pour réaliser l'activité. Ce sont les entrepreneurs. Un entrepreneur est celui qui doit travailler avec les autres. Quand l'activité est déjà là, il prend goût et il essaie lui-même d'aller déposer. Et chaque fois, il vient prendre seulement le chèque, il remet au fournisseur. Cette méthode permet surtout d'évaluer le jeune sur la base des réalisations concrètes, mesurables sur le terrain. Alors, en regardant ce second reportage, on se rend compte qu'on met beaucoup de garde-fous pour tout ce qui est financement des projets des jeunes. Alors, le financement encadré signifie-t-il finalement qu'on doute de la capacité des jeunes à gérer efficacement de l'argent liquide? Pourquoi toutes ces étapes? En réalité, il ne s'agit pas du doute. Il s'agit davantage d'un apprentissage parce que le jeune est en fait dans une situation d'activité où il commence quelque chose à partir de zéro. Très souvent, c'est un jeune qui n'a pas l'expérience, c'est un jeune qui ne connaît pas les acteurs avec lesquels il doit pouvoir travailler pour bâtir son entreprise. Donc le rôle est celui de l'encadrement pour lui montrer la bonne approche et la bonne attitude lorsqu'il reçoit le financement pour pouvoir accéder aux différentes ressources dont il a besoin pour son entreprise. À la suite de ce que viennent de dire les collègues concernant la sécurisation du processus, je voudrais intervenir beaucoup plus même sur le schéma de financement parce que il y a un très grand intérêt à structurer ce schéma en 3 sources de financement. Nous avons par exemple le jeune qui va apporter son 10%, qui représente l'apport personnel. Nous avons 40% que nous appelons crédit démarrage, qui est un quasi-fonds propre, et nous avons le 50%. Alors,
Pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Tout ce que nous faisons reste dans la démarche pédagogique. Si nous revenons dans les notions de comptabilité de base d'une entreprise, on va nous expliquer que lorsque le capital d'une entreprise appartient à plus de 50 personnes à quelqu'un d'autre, c'est à cette personne que l'entreprise appartient. Un jeune qui commence une activité, il a mis simplement 10%. On ne peut pas dire que l'entreprise lui appartient tout de suite, puisqu'il n'a pas assez de moyens pour se constituer véritablement des sous pour avoir ce qu'on peut appeler en comptabilité le capital de son entreprise. Alors, les 40% constituent un appui à la constitution du capital de l'entreprise. Parce que quand on lui donne son 40%, en plus du 10%, ça va faire 50%. Mais pour que ça devienne effectivement capital de l'entreprise, dans le bilan, ça rentre d'abord sous forme de ce qu'on appelle quasi-fonds propres. Et en tant que quasi-fonds propres, nous avons l'obligation de monitorer, c'est-à-dire de suivre l'utilisation de cet argent jusqu'à un certain moment. Donc, on s'est défini un premier cycle de remboursement de cet argent. Le jeune va recevoir l'argent, il va réaliser les activités de manière suivie et de manière encadrée. Et dès lors qu'il réussit à rembourser cet argent, c'est là où nous confirmons qu'il a effectivement utilisé ce quasi-fonds propre comme cela devrait se faire. C'est pour ça que si nous voulons reconstituer son bilan en comptabilité, le quasi-fonds propre remonte maintenant comme étant le capital même de l'entreprise du jeune. Et dès lors, comme le coordonnateur national le disait tantôt, il peut l'utiliser comme son argent véritablement et lever des fonds auprès des autres institutions financières afin de développer son entreprise. Donc, quand on demande aux jeunes de rembourser les 40%, beaucoup de jeunes, ils ont l'impression d'abord que les 40%, c'est une subvention. Et si nous appelons ça simplement subvention, d'autres personnes le confondent au don, n'est-ce pas? Quand ils reçoivent l'argent, ils peuvent les utiliser pour faire n'importe quoi, non? Donc, nous voudrons simplement dire que nous rentrons dans une démarche pédagogique pour accompagner le jeune à constituer le capital de son entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons le fameux schéma de 10%, de 40% et de 50 autres pourcents qui viennent sous forme de crédit productif. Et la logique du crédit productif ici, c'est d'amener le jeune à commencer à avoir de véritables relations d'affaires avec une institution de financement telle qu'on nous l'a présentée dans le reportage que nous venons de voir. Je reviens à la suite de mes deux collègues sur l'importance de l'encadrement du financement. Pour dire que nous avons affaire à des jeunes 18 à 35 ans qui sont, je le répète, sans expérience, sans équité, sans relation d'affaires, évoluant dans un secteur jugé à risque par tout le monde, qui n'est pas assuré. Hein, les cas de grippe aviaire nous le montrent. Donc, un secteur à très haut risque. Alors, ce que nous faisons dans le financement, mon précédent collègue a parlé de la structuration du financement. 10% apport personnel, 40% contribution du programme au projet. Et il faut le noter, et j'insiste là-dessus, 50% sont des fonds privés qui viennent des institutions financières privées. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça, on parle d'entrepreneuriat et d'affaires. Alors, en prenant en compte tous les risques sur ce client jeune que j'ai cité plus haut, l'objectif est de construire progressivement la confiance, de construire la relation d'affaires avec l'institution financière qui ne connaît pas le jeune et qui n'a pas d'expérience. C'est ça le processus. Donc on le construit. Alors, les 10% d'apport personnel et les 40% de contribution du programme permettent d'ouvrir un compte d'opération, de commencer à investir selon la spéculation et de construire ces relations avant que l'institution financière n'intervienne avec des fonds propres de 50% en termes de crédit productif. J'insiste, on parle d'affaires. Le crédit productif veut dire qu'il doit être dans un environnement marché, qu'il doit rembourser avec les intérêts. Et nous n'intervenons même pas sur la bonification des intérêts pour mettre le jeune dans ses responsabilités futures. Donc, l'encadrement appelle à l'accompagnement et à la construction de la relation d'affaires. Parlant de financement encadré, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, notamment aux jeunes gens, qui sont, nous on appelle ça généralement des start-up, qui démarrent des projets, que pour nous, financiers, nous n'accompagnons pas des projets. Parce que le projet, c'est comme un plan.
c'est quelque chose de virtuel, qui n'existe en réalité que dans la tête du promoteur. S'il est bien plus facile pour vous de construire un apport personnel de 10% et d'avoir un crédit démarrage de 40%, il est beaucoup plus compliqué d'avoir un crédit. En vous donnant 50% crédit pour compléter le courant du temps, pour que vous puissiez faire les 100% dont vous avez besoin pour être rentable, il faut qu'on s'assure effectivement que l'activité peut être rentable. C'est là où donc on engage nos équipes pour descendre, apprécier, n'est-ce pas, avec l'œil beaucoup plus technique, la viabilité de ce projet. Et on décide donc de mettre en place un crédit. On va vous demander des cautions, des avaliseurs, c'est-à-dire des personnes qui acceptent de rembourser votre crédit en cas de défaillance de votre part. On doit mener des enquêtes sur votre environnement personnel, éloigné. On doit questionner. Donc tout ceci montre le sérieux qu'il y a dans ce projet et pour faire de vous des futurs entrepreneurs. L'OPA Jeune est un projet du MENADER et du MINEPIA. Ça veut dire que c'est l'État. Donc je voulais dire aux jeunes que les 40% que l'OPA Jeune vous donne est un appui. Ne pensez pas que l'OPA Jeune va tout faire pour vous. Comme j'ai suivi les gens dire qu'il y a les tracasseries. Vous avez déjà eu la chance, vous avez été choisi. Maintenant, faites l'effort que vous-même, après PA Jeune, que vos activités, que vos entreprises soient des vraies entreprises. Parce que l'État appuie. L'État ne donne pas tout. Je suis content de voir plusieurs de ces jeunes-là qui sont des entrepreneurs agro-pastoraux. Le terme entrepreneur agro-pastoraux, c'est de ça dont il s'agit. Et pour être un entrepreneur, il faut passer par bien des choses qui sont la formation. Et les différents intervenants au départ qui m'ont précédé l'ont bien signifié. Cette formation, cet accompagnement que offre l'OPA Jeune leur permettra à coup sûr de traduire cette politique gouvernementale qui est celle de faire de l'agriculture et de l'élevage le secteur primaire en général, comme l'a si bien dit le président de la République. Voilà, nous vous proposons à présent le dernier reportage qui porte sur quelques-unes des meilleures trajectoires de jeunes entrepreneurs agro-pastoraux rencontrés dans la région du centre. Émile Joachim Barga mène la réflexion. Parfait Souga, Stéphane Kamdeng sont à la caméra. Lorsqu'on parle de performance spéciale en milieu jeune, on ne pense pas forcément aux activités agro-pastorales. Et pourtant, ils sont nombreux, ces jeunes qui aujourd'hui réalisent de véritables prouesses économiques et sociales à partir du travail de la terre. À Leboudi, dans la périphérie de Yaoundé, Zelabze Sofoni a construit une maison en matériaux définitifs et s'est également marié après juste 7 mois de production et de vente de poulet de chair. C'est vraiment miraculeux parce que nous n'avons que produit 4 bandes de poulet, respectivement de 600, 600, 500. Quand l'argent est arrivé, elle m'a dit qu'elle ne voudrait plus dormir dans ces planches. Il faut que je me batte pour pouvoir lui trouver un abri vraiment décent. Alors c'était ça notre premier objectif. C'est-à-dire le premier objectif c'était qu'on puisse réaliser ce que vous voyez là qui est en chantier. Pourtant, Zelabze a traversé bien des étapes difficiles. Il faut avouer que la vie était particulièrement très difficile. Oui, parce que nous étions en rupture de tout. Ça a été très difficile pour ma femme et moi. Et surtout quand on venait d'avoir un nouveau-né. C'était très difficile en fait. On n'a pu rien réaliser, c'était dur. Elle a même dû affronter avec succès le déferlement des éléments de la nature. C'est la zone qui a été complètement détruite par l'arbre au mois de juin. Le grand arbre qui est là est tombé, ça a abîmé complètement cette partie du bâtiment aussi. Et c'est un homme accompli qui nous fait faire le tour du propriétaire. Lorsque l'arbre est tombé, on a eu quelques soucis de maladie parce que le bâtiment ne répondait plus aux normes. On a eu une perte vraiment très énorme lors de la dernière production. Donc nous nous sommes trouvés dans l'obligation de remettre le bâtiment à neuf. Aujourd'hui, je produis mon aliment avec ma propre formule. À 32 jours, mes poulets sont généralement prêts. Si à 35 jours, tu me parles de 500, je ne peux pas crier au moins 100, ça veut dire qu'il y a eu un problème.
Zelabzé n'aurait jamais réalisé toutes ces performances remarquables sans l'apport déterminant de son épouse. Et lorsqu'on demande à madame quel délai donne-t-elle à son époux pour occuper effectivement la maison, eh bien celle-ci donne une réponse qui ne laisse aucun répit à monsieur. Je suis tellement très pressée de retrouver ma nouvelle maison que je lui demande, je lui mets la pression, qu'il fasse tout de son mieux pour que nous rejoignions notre maison. Donc d'ici quelques jours, nous serons là. La force de l'amour constitue également le secret de la réussite de celle que tout le monde appelle Sidonie Poulet au carrefour Mbolbingana par Obala. Au départ productrice de poulet de chair, Sidonie s'est lancée dans la transformation sur le conseil avisé de son époux. C'est vraiment lui qui a vu l'idée. Il travaillait à Boya. Un jour, il a vu comment quelqu'un faisait les brochettes et tout. Il guettait chaque soir. Bon, quand il est revenu, il m'a dit, ma femme, vraiment, je crois qu'on n'aura plus de problème pour épouler nos poulets. Essayons un peu. C'est là où je m'engage. Et de temps en temps, lui-même, il est toujours là. Donc, c'est comme ça. En résultat à cette complicité parfaite, la jeune promotrice a vu ses bénéfices aller du simple au double. Il y a plus de clients. Là, je suis obligée d'agrandir. Comme vous voyez, c'est un chantier là. Le poulet que je vends sur pied à 2500, ici, j'ai au moins 5000. Elle peut alors participer efficacement au bien-être général de la famille. J'aide mon mari à soigner les enfants, à scolariser. Donc, il est vraiment content, il est vraiment fier de ça. Au village Mbama, dans l'arrondissement de Sa, la nature élève en silence un hymne au développement et à la prospérité, avec notamment cette variété de plantain qui produit 2 fruits par tige. Et c'est tout naturellement que ATZB a échangé sa chasuble de mototaximan contre la combinaison d'agriculteurs. Ce qui m'a convaincu d'abandonner la moto pour l'agriculture, c'est parce que avec la moto, si tu as peut-être un 5 000, ça finit encore dans l'ambiance, c'est là que je fais les petits coups bas partout. Le sourire omniprésent sur le visage de M. ATZB n'enlève rien à sa rigueur managériale. D'ailleurs, il a déjà trouvé un client sérieux pour la totalité de sa production. Je suis dans une coopérative. Ouais, donc, et dans notre coopérative, coopérative des éleveurs des porcs du diocèse Obala Ascoport. Nous sommes donc chargés de livrer le maïs là-bas. Le kilogramme, nous avons fixé un prix, le kilogramme, à 170 francs le kilogramme. À Nkomotou, près d'Obala, on ne dirait pas tout de suite de Joseph Martial Ambomo qu'il est quelqu'un de particulièrement enthousiaste ou passionné. Bien au contraire, le jeune promoteur d'une entreprise de production d'aliments pour le bétail est serein, très serein même, surtout lorsqu'il nous présente sa structure. Un broyeur, un convoyeur par ici et un mélangeur. Le rôle du broyeur, c'est de concasser tout ce qui est particules plus solides, notamment les produits comme les eaux calcinées qui sont riches en phosphore, qui sont un peu plus durs. On introduit tout ça ici, le maïs et bien d'autres. Joseph Martial a une capacité de production qui constitue une excellente nouvelle pour les producteurs de maïs, soja et autres intrants. Pour fabriquer l'aliment des animaux ici, j'utilise plusieurs produits. Notamment, nous avons le maïs, nous avons le tourteau de soja, nous avons le tourteau d'arachide, le tourteau de coton, nous avons les sources de minéraux telles que l'os, la coquille. Nous avons la farine de poisson que nous utilisons. Nous avons d'autres produits tels que les concentrés pour porc et poulet, c'est différent, 10%, 5%, ainsi de suite. Nous avons des acides aminés indispensables tels que les lysines, les méthionines et bien d'autres que nous rencontrons sur notre marché. Pour les novices que nous sommes, Joseph Martial présente les types d'aliments et les modes d'utilisation y afférents. Là, nous avons les gammes pour les plus petits qu'on appelle généralement démarrage. Et là, maintenant, la volaille a son aliment, sa composition. Ou alors ses compositions selon ses exigences. Parce qu'il faut savoir que nous formulons ici à partir des exigences et besoins de l'animal à différents stades. Donc, c'est ça qui nous permet d'obtenir la formule. Un autre type d'aliment destiné, celui-là, à la consommation humaine, à pignon sur rue sur plusieurs sites à Yaoundé.
Au lieu du carrefour Jameau, faire un détour sous ce parasol particulier devient un quasi-rituel pour ceux qui ont découvert le goût délicieux des beignets de poulet. Avec application, un jeune homme fait cuire ses beignets de poulet que les clients viennent acheter au fur et à mesure. Il s'agit là de l'un des employés de Arthur Wanja que nous rencontrons dans son unité de production à Emana. Ambitieux et déterminé, Arthur Wanja nourrit des perspectives à la mesure de ses ambitions. Je suis en quelque sorte en train de créer des richesses. J'entreprends pour, premièrement, améliorer les conditions de vie personnelle et aider déjà la population et d'autres jeunes de ma génération. Donc mon idée à moi de couvrir une très grande partie du marché de la région du centre, du marché de la ville de Yaoundé d'abord. Dans 5-10 ans, je ne serai certainement plus dans ces locaux. J'aurai une base spécifique, donc j'aurai un endroit spécifique, comme une usine de production, je dirais même avec des bureaux, avec une grande chaîne de distribution, voire même dans d'autres régions déjà. Pour clôturer cette page réservée aux performances spéciales, je vous propose de retourner dans les plaines éternelles du Mbam, plus précisément à Bongando par Bokito. Nous y allons rencontrer le jeune Ambiana, Simplice, qu'on présenterait comme l'enfant perdu et retrouvé. En effet, par plusieurs fois, Ambiana a connu la déperdition scolaire. Je me voyais un peu naze à l'école, croyant qu'en voyant mes jeunes frères aussi faire la vie, je croyais que non, moi j'étais en arrière. Pourtant, c'était quelque chose de faux. Mais son père ne l'a jamais rejeté, bien au contraire. Il n'a pas un grand niveau, mais il est très intelligent. Et une autre appréciation, c'est qu'il essaye de faire ce que je veux. Et c'est en qualité de jeune entrepreneur motivé qu'il nous présente sa ferme porcine. Ici, là, il y a le numéro 1 de ma porcherie. Celle-ci a mis 8 porcelets et celle-ci a mis 7. Le numéro 3, Château, elle a produit 3 porcelets seulement. Et là, la championne, comme il y a toujours les champions dans un groupe, elle a mis 12. De Bafia à Bokito, d'Entui à Sa, d'Obala à Yaoundé, les jeunes entrepreneurs à groupe Astoro rencontrés sont déterminés chacun à apporter leur empreinte dans le processus global de construction de la communauté nationale. Hier encore jeunes sans emploi ou en situation de sous-emploi, aujourd'hui engagés dans l'entrepreneuriat agropastoral, ces jeunes hommes et femmes constituent désormais des modèles à suivre pour les autres jeunes qui se posent encore aujourd'hui des questions à la fois sur leur vie et sur leur avenir. Voilà, en regardant ce dernier reportage, on peut dire remarquable engagement de ces jeunes qui se donnent corps et âme dans les activités qu'ils ont choisi de faire, vraiment. Alors, à quoi peut-on attribuer les performances remarquables réalisées par certains jeunes entrepreneurs? Est-ce à la rigueur des cadres PA jeunes ou à l'implication personnelle des jeunes? Ou encore à l'encadrement des proches de ces jeunes entrepreneurs? Je pense qu'à la base, c'est l'éducation que nous recevons de nos parents, les conditions dans lesquelles nous avons grandi. Et l'apport du PA jeune vient plutôt compléter. Et la vision que nous avons de notre avenir nous permet de mettre en symbiose toutes ces énergies pour pouvoir aller plus loin. Et si je prends mon cas, j'ai grandi avec mes parents dans un environnement de rigueur où on ne connaissait pas l'argent de beignet sauf si tu as travaillé, tu es allé au champ le week-end. Et pendant notre parcours scolaire, on nous a toujours dit il faut être performant, il faut se distinguer. Et je veux même dire qu'on pouvait participer au menu du soir parce que on a eu des bonnes notes à l'école. Alors, lorsque nous arrivons dans le milieu professionnel, on nous a toujours inculqué la notion de l'entrepreneuriat et ne pas rester figé
sur l'opportunité du fonctionnariat. Et cela nous a toujours bousculé le moral à aller plus loin. Et je pense que pour mon cas, c'est cela qui justifie mon succès et qui permet que je sois envié par mon environnement ou par ceux qui ont eu le même parcours que moi. Nous sommes d'abord motivés. C'est cette motivation qui, au premier plan, nous a amenés à dire merci à ce que l'État nous a présenté par l'intermédiaire du PA Jeunes. Ici, lorsque nous avions été encadrés par le PA Jeunes, nous avions été véritablement boostés. Derrière la découverte du programme PA Jeunes, aujourd'hui, je le confirme, que tous ceux-là qui sont confiants et réalistes dans le programme, nous n'envions plus véritablement cet ingénieur de bureau ou alors je n'ai rien contre le professeur, ce professeur-là qui dispense. Moi, je dirais que le succès, c'est combiner toutes ces trois choses citées. La passion, la rigueur dans le travail et l'appui des parents. Parce que dans mon cas particulier, j'aime l'agriculture. Je suis passionnée. Lors de mes nombreux stages durant la formation, mes maîtres de stage me disaient toujours « Une belle fille comme toi, qu'est-ce que tu fais dans l'agriculture? La terre, tu ne vois pas que c'est salissant ?» Je disais « Messieurs, moi aussi je serai comme vous et voire même plus que vous. » Avec le PA Jeunes, lors des facilitations, au départ, on suivait qu'on donne l'argent. Plus tard, on revient, on nous dit « C'est un crédit ». Donc on démissionnait en disant « On prête déjà l'argent, là, nous ne sommes plus là ». Moi, j'ai dit « Je n'ai pas peur de ce crédit parce que je sais que je vais le rembourser, je sais que je vais y arriver ». Et étant passionné, il faut de la rigueur dans le travail. Dans toute chose, pour atteindre le succès, il faut la rigueur, il faut être rigoureux dans le travail. Et je pense qu'avec l'appui des parents, on atteindra vraiment le bout du tunnel. Disons que c'est un tout. Il y a un certain nombre d'éléments. Il y a les jeunes, mais il y a aussi le système d'encadrement que nous assurons avec l'appui du PA Jeunes. Parce que quand les jeunes viennent en incubation, dans un premier temps, nous leur inculquons des notions d'entrepreneuriat, comment le jeune effectivement doit se comporter pour réaliser son entreprise. Nous avons des notions comme l'éducation civique, le réarmement moral qui amène le jeune effectivement à adopter des attitudes très très intéressantes, n'est-ce pas, pour la réussite de son projet. Il y a le leadership. Et puis, comme disaient certains tout à l'heure, quand ils arrivent, effectivement, ceux qui ne sont pas motivés s'en vont, hein, purement et simplement. Donc, pour dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui font à ce que les jeunes réussissent. Le PA Jeunes, d'abord au haut niveau stratégique, est une réponse concrète du chef de l'État face aux promesses faites à la jeunesse camerounaise. Le PA Jeunes est une réponse globalisante, partant de la sensibilisation, du renforcement de capacités, du financement et du suivi accompagnement. Il s'agit là également d'une orientation claire et précise donnée par le président de la République pour adresser de manière efficace l'ensemble des problématiques qui empêchaient le jeune d'être autonome dans le secteur agropastoral. Au niveau stratégique, il faut saluer et souligner ici l'intervention extrêmement précise et importante de bailleurs de fonds qui accompagnent le PA Jeunes. C'est le Fonds international pour le développement agricole, le FIDA, qui a l'insigne honneur et le mérite d'avoir été le premier bailleur et presque le seul bailleur aujourd'hui à commencer à amorcer le domaine entrepreneuriat dans le secteur agropastoral. Et non seulement ils ont accompagné la maîtrise d'ouvrage Minader, Minepia dans l'élaboration du programme, mais ils interviennent surtout également dans l'accompagnement technique au quotidien de la cellule nationale de coordination et de gestion du projet. La bonne implémentation et la réussite revient en partie aux jeunes parce que ils ont pu braver toutes les étapes parce qu'il faut dire aussi, hein, le processus de sélection, il y a des pièges. À l'intérieur, nous sommes capables de détecter tout de suite quel est l'aventurier qui s'est introduit dans notre système parce que nous avons
un certain nombre de résultats au PA Jeunes. Mais il est important qu'un œil extérieur, comme Jeunesse Parlons-en, vienne nous donner aussi un aperçu de ce que nous sommes en train de faire. Et nous croyons sincèrement, après ces échanges, nous sommes encouragés, que nous sommes sur la bonne route, nous sommes sur le bon chemin et nous promettons de continuer et de rester dans cette lignée et dans cette logique. Voilà, que puis-je ajouter après tout ce qui a été dit et si bien dit. Voilà, peut-être, monsieur le coordonnateur, oui, Jeunesse Parlons-en demeure cet œil extérieur, voilà, qui met en lumière la performance de tous ces jeunes engagés et passionnés par ce qu'ils font. Et Jeunesse Parlons-en est prêt à continuer à accompagner le PA Jeunes dans ces activités, surtout à mettre, comme je disais, mettre en lumière tous ces jeunes-là qui puissent booster peut-être le moral d'autres jeunes qui, malheureusement, trop souvent ont tendance à tout peindre en noir, à se décourager, que vraiment ces jeunes soient un modèle, soit peut-être le déclencheur pour ceux qui sont encore à la traîne. En tout cas, merci à vous, jeunes gens, merci à toutes les personnes ressources. Au plaisir de vous retrouver très bientôt dans le cadre du magazine Jeunesse Parlons-en. Au revoir et au plaisir.